Alors regardez attentivement ces deux cartes. À gauche, on a le royaume de France en 1515, quand François Ier arrive sur le trône, et à droite, le même royaume, mais en 1715, à la fin du règne de Louis XIV. En 2 siècles, la transformation est spectaculaire. Le territoire s'est non seulement agrandi, mais il s'est comme assemblé, unifié. C'est un véritable puzzle qui prend forme. La question qui nous saute aux yeux, c'est comment ? Comment est-ce que le pouvoir royal a réussi ce tour de force, à bâtir pièce par pièce un État moderne et centralisé ? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Notre sujet du jour est donc un chapitre central de votre programme de seconde, l'affirmation de l'État dans le Royaume de France. On va plonger dans une période absolument fondatrice qui va de la Renaissance jusqu'à la veille de la Révolution. Et vous allez voir, c'est une période qui a vraiment sculpté la France que l'on connaît aujourd'hui. Voilà la problématique qui va nous guider. Ce n'est pas juste une question, c'est notre angle d'attaque. Et faites bien attention à la nuance. On se demande comment, bien sûr, mais aussi, et c'est vraiment le plus important, avec quelles limites. Parce que l'histoire, ce n'est jamais une autoroute toute tracée. La construction de cet État a été un processus hyper complexe, avec des avancées incroyables, mais aussi des résistances, des freins, des conflits, bref, rien n'a été simple. Pour répondre à cette question complexe, voilà le plan de match. D'abord, on va identifier les fameux outils du pouvoir qui ont servi à construire cet État. Ensuite, on verra que la monarchie a dû affronter de sacrées résistances religieuses et politiques. Après ça, on fera un zoom sur l'apogée du système avec Louis XIV et l'État absolu. Puis, et c'est un point méthode essentiel pour vous, on enfilera notre casquette d'historien pour analyser une source critique. Et enfin, on fera le bilan de tout ça pour voir ce qu'il en reste. Allez, c'est parti. Pour affirmer son autorité sur un royaume aussi grand et diversifié, un roi ne peut pas juste claquer des doigts. Il lui faut des instruments concrets. Il ne suffit pas de donner des ordres, il faut pouvoir administrer, contrôler et surtout unifier. Voyons un peu la boîte à outils de ces rois bâtisseurs. Là, la comparaison visuelle est super parlante. À gauche, l'administration sous François Ier. C'est encore assez simple, ça tourne autour de quelques conseillers proches du roi. À droite, celle de Louis XIV. Là, on change de dimension. On voit une véritable machine administrative qui se met en place, avec des conseils spécialisés, des ministres qui ont des domaines bien précis. On voit littéralement l'État qui grossit, qui se complexifie. Bon, voilà une définition clé, à maîtriser sur le bout des doigts. Un État moderne, ça repose sur 3 piliers. Le premier, un territoire bien défini avec des frontières. Le deuxième, une administration centralisée qui gère tout ça de manière uniforme, surtout pour la justice et les impôts, le nerf de la guerre. Et le troisième pilier, un pouvoir souverain, c'est-à-dire une autorité suprême qui n'a de comptes à rendre à personne. Ça, c'est un exemple parfait d'outil d'unification. En 1539, François Ier décide que tous les documents officiels du royaume devront être rédigés en français. L'objectif, il est éminemment politique. En imposant une seule langue pour la loi et l'administration, le roi renforce son contrôle sur tout le territoire et il commence à tisser un sentiment d'unité nationale. Le pouvoir, c'est aussi une question d'argent. Sous Louis XIV, son ministre Colbert met au point une stratégie économique qu'on appelle le mercantilisme. L'idée est simple, mais redoutable. Il faut enrichir l'État en vendant plus de produits à l'étranger qu'on en achète. L'or et l'argent qui rentrent dans les caisses servent ensuite à financer l'armée, les constructions folles comme Versailles. Bref, l'économie devient une arme au service de la puissance du roi. Mais attention, cette montée en puissance de l'État ne s'est pas faite en douceur, mais alors pas du tout. Le royaume a été secoué par des crises d'une violence incroyable qui ont bien failli tout faire s'effondrer. L'édifice est encore très fragile. Cette frise chronologique, elle résume une période vraiment tragique de notre histoire. Pendant presque 40 ans, la France est à feu et à sang, déchirée par une guerre civile entre catholiques et protestants. Regardez bien la séquence. Ça commence en 1562, on atteint un pic d'horreur en 1572, on tente de calmer le jeu avec l'édit de Nantes en 1598, et puis, presque un siècle plus tard, retour en arrière toute, avec sa révocation. Ce tableau célèbre, il est terrible. Il illustre l'horreur absolue du massacre de la Saint-Barthélemy en 1572. Des milliers de protestants sont assassinés, à Paris d'abord, puis dans tout le pays. Mais au-delà de la tragédie humaine, ce que cet événement nous montre, c'est la faillite totale du pouvoir royal, son incapacité à maintenir la paix et à s'imposer. La comparaison entre ces deux extraits, c'est le jour et la nuit. En 1598, Henri IV, pour sortir de la guerre civile, il choisit la voie de la tolérance. En gros, il dit « vous pouvez coexister ». Mais en 1685, son petit-fils, Louis XIV, lui, il veut l'unité à tout prix, au nom du principe « un roi, une foi, une loi ». Et donc il choisit l'uniformité religieuse. On passe d'un roi pacificateur à un roi absolu qui ne supporte aucune différence. Et voilà la conséquence directe et dramatique de cette décision. Près de 200 000 protestants, qui sont souvent des artisans très qualifiés, des commerçants, des intellectuels, préfèrent s'exiler plutôt que de se convertir. C'est une perte sèche pour l'économie et le savoir-faire du royaume, et un cadeau pour les pays concurrents qui les accueillent.
On arrive maintenant au point culminant de notre histoire, le règne de Louis XIV. C'est le moment où la construction de l'État semble atteindre son apogée, et tout ça s'incarne dans un lieu mythique, Versailles, et dans un système politique poussé à son maximum, la monarchie absolue. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce témoignage vient d'un observateur étranger, donc a priori plutôt objectif. Et il résume parfaitement la théorie de la monarchie absolue de droit divin. Le roi est la seule et unique source du pouvoir. Son autorité lui vient de Dieu, elle est totale et surtout elle ne se partage pas. C'est ça le point crucial. Une concentration du pouvoir jamais vue auparavant entre les mains d'un seul homme. Mais comment on fait concrètement pour imposer cette autorité absolue, surtout face à des nobles qui ont toujours eu tendance à se révolter? Eh bien Louis XIV va mettre en place une stratégie redoutable. Versailles, ce n'est pas juste un palais, c'est un piège politique. En y attirant les grands nobles, il les coupe de leurs terres et de leur pouvoir local. Il les rend dépendants de son argent et il les occupe avec des règles de cour, l'étiquette, qui sont hyper contraignantes. Cette image illustre parfaitement cette mise en scène du pouvoir. La vie à la cour est un spectacle de tous les instants, où le roi est le soleil au centre de tout, et les nobles ne sont que des planètes qui tournent autour de lui. En échange de leur obéissance, ils reçoivent de l'argent, des titres, des honneurs, mais ils ont perdu tout leur pouvoir politique réel. L'expression cache doré est donc vraiment parfaite. Allez, on fait une petite pause méthodologique. C'est une compétence essentielle, celle qu'on attend de vous au lycée. L'étude critique de documents. Savoir lire un texte, c'est bien. Mais savoir le questionner, identifier qui parle, pourquoi il le dit et quelles sont ses limites, ça, c'est le vrai travail de l'historien. On va s'entraîner. Voici notre document. C'est un extrait des fameux mémoires du duc de Saint-Simon, un très grand aristocrate de la cour de Louis XIV. Dans ce passage, il nous parle des intendants, qui sont en quelque sorte les super-préfets de l'époque, les représentants tout-puissants du roi dans les provinces. Ce sont eux les vrais artisans de la centralisation. Pour analyser ce texte, il faut se poser systématiquement 4 questions. D'abord, qui parle? Ici, un duc, Saint-Simon, qui représente la très vieille noblesse d'épée. Deuxième question, d'où parle-t-il? Quel est son point de vue? Il voit ces intendants, qui viennent souvent de la bourgeoisie, comme des usurpateurs. Troisièmement, que dit-il? Il dit que ces intendants ont pris tout le pouvoir. Et enfin, la question la plus importante, peut-on le croire sur parole? La réponse est non. Son témoignage est précieux pour comprendre la frustration de l'aristocratie, mais il n'est pas du tout objectif. C'est un témoignage à charge. Cette citation, elle est extraordinaire. L'expression « vile bourgeoisie », elle est chargée de tout le mépris de classe de Saint-Simon. Pour lui, le pouvoir de ses fonctionnaires est une insulte faite à sa naissance, à son rang. Et ça nous montre que même au sommet de l'absolutisme, le pouvoir du roi crée d'énormes tensions sociales et des frustrations. Voilà, il est temps de rassembler toutes les pièces de notre puzzle pour apporter une réponse claire et structurée à notre problématique de départ. Ce schéma, il est parfait pour synthétiser tout ce qu'on a vu. D'un côté, on a les moteurs de l'affirmation de l'État, une administration qui se renforce, la guerre qui modernise, l'unification par la loi, la langue, la religion et le contrôle de l'économie. Et de l'autre côté, les freins, les limites, les guerres qui coûtent une fortune, les révoltes et les critiques qui commencent à poindre. La conclusion, c'est donc que la monarchie a bien réussi à construire un État puissant, mais que cet État reste fragile et contesté. Et on termine avec une question ouverte pour aller plus loin. Cet État absolu, si fort en apparence, en éliminant tous les contre-pouvoirs, toutes les formes de contestation légale, n'a-t-il pas au fond semé lui-même les graines de sa propre destruction? N'a-t-il pas rendu l'explosion de 1789 inévitable? C'est une excellente question pour commencer notre prochain chapitre sur la Révolution française. Merci de votre attention.